Eh bien, je l'ai dit, aujourd'hui, on va faire un détour par le village. Histoire de vie, c'est le titre de ce recueil de contes de Thérèse Nzié Obambikwe. Je pense même que c'est la matriarche. Elle est née le 10 octobre 1960 à Yaoundé. Elle est fille d'un père chauffeur et d'une mère ménagère. Elle fait des études jusqu'à l'obtention du baccalauréat série G1 et devient secrétaire de direction, fonction qu'elle exerce jusqu'à la retraite. Par la suite, elle s'inscrit à l'Institut sérigraphique de Chandafort pour suivre des enseignements spirituels. Dès lors, son esprit s'ouvre et elle commence à avoir des idées qu'elle finit par matérialiser par des écrits. Elle est auteure de Les Fables de Sécora et son deuxième ouvrage s'intitule Histoire de vie. Nous allons à sa rencontre dans quelques secondes seulement. Alors, la matriarche Thérèse Nzié Obambikwe, je ne sais pas si je peux vous appeler ainsi. Bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi à vous, Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, le livre Histoire de vie, c'est des contes qui ont été présentés notamment à la Fondation Mona il y a quelques semaines. Oui, le 10 juillet dernier. Alors, comment s'est déroulée la cérémonie de dédicace globalement? Vous étiez là-bas, vous avez rencontré des personnes. Comment ça s'est passé? La cérémonie s'est bien déroulée parce que j'étais entouré de ma famille. Et il y a d'abord l'éditeur qui est mon fils. Oui, monsieur Jean-Claude Awono. Jean-Claude Awono, oui, c'est mon fils, c'est l'enfant de ma grande soeur. Il y avait aussi des amis. Oui. Allez-y, je vous écoute. J'étais aussi entouré d'amis et de toute la famille. Ce sont des moments plutôt rares. Et voir toutes les personnes qui nous sont chères autour de nous, ça rechauffe toujours le cœur. Ça rechauffe vraiment le cœur. Depuis plusieurs années, vous êtes quand même à la retraite. Est-ce que vous êtes souvent habitué à des rassemblements, à des regroupements, comme le regroupement de la Fondation Mona? La plupart des regroupements, ce sont les deuils ou les mariages. Il n'y a pas eu le dernier regroupement, c'était aussi la première dédicace. Oui. Du livre Les Fables de Sécora. Alors, je dois avouer que c'est toute une grâce d'avoir votre âge et vous êtes au quotidien. Quelles sont les activités que vous menez à la maison, par exemple? À la maison, j'ai de grands enfants. Mon fils aîné a son épouse, c'est elle qui s'occupe de la maison. Oui. Donc, je peux seulement donner des conseils. Sinon, je ne me bats pas pour faire à manger. Oui. Donc, je m'occupe de ma spiritualité beaucoup plus. Le 10 octobre, c'est bientôt. Parce que le 10 octobre 1960, vous voyez le jour à Yaoundé. Alors, vous étiez déjà toute petite, mais vos parents vous ont un peu raconté. 1960, c'est une année quand même particulière. Alors, dans cet environnement-là, parlez-nous un peu de ce temps-là que nous n'avons malheureusement pas connu. Moi-même, je ne l'ai pas connu. Si je suis né le 10 octobre 60, oui. Ça veut dire que moi-même, je n'ai pas... Je vais dire après, parce que... Disons, ça fait quand même... ma génération n'a pas connu de guerre, je peux le dire. Oui. Ce qui fait que quand les choses veulent mal se passer dans le pays, on est un peu inquiet. Ne soyez pas inquiète, hein, tout va bien se passer, rassurez-vous. Alors, Thérèse Nzié Obambikwe, la première découverture de votre livre présente nous amène dans beaucoup de nostalgie. On voit à côté, je crois c'est le Vet. Oui. On a le Vet. On a ce grand-père qui est au milieu, avec le feu et les enfants autour de lui. On peut reconnaître en arrière-plan les cases du village. Est-ce que ce n'est pas là une époque, une période qui nous manque aujourd'hui? Cette période nous manque vraiment. Parce que les enfants sont à présent occupés à la télé. Les écrans, ouais. Téléphone. On regarde des films. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pendant les soirs au village autour du feu? Autour du feu, après le repas, le grand-père rassemblait la famille, ses petits-enfants, les épouses, ses fils. Et il choisissait une histoire pour leur transmettre la sagesse. Oui. C'était un bon moyen, un bon canal. Vraiment. Et là, je me rappelle que les dernières histoires qu'on a eu à me raconter, c'était ma grand-mère, de regretter mémoire parce qu'elle est partie il y a
2 semaines exactement. Voilà. Et c'était des moments fabuleux où on apprenait même la langue. La langue maternelle qu'on ne maîtrisait pas, les symboles autour. Et c'était des moments privilégiés où on apprenait également des chansons. Est-ce qu'il faut revenir à cette époque-là, à cette période-là? Est-ce que c'est envisageable d'ailleurs? Il serait bon de revenir à cette époque-là, cette pratique-là. J'ai le même problème à la maison, mes enfants ne parlent pas la langue maternelle. Oui. Parce que mon feu époux, père à son âme, il disait que je ne maîtrisais pas ma propre langue, donc j'allais leur apprendre un patois qui n'est ni le sien ni le mien. Donc il avait interdit. Donc il a préféré la langue française. Seulement le français. D'accord. Et mon fils m'a dit un jour qu'un policier l'a interpellé, il lui parle bêtis, il ne pouvait pas réagir ni répondre. Voilà. Parce que généralement, il ne faut pas avoir honte en même temps de parler sa langue. Ce sont des marqueurs. Ce sont quand même des marqueurs. C'est intéressant de savoir qu'il y a un frère dans le coin avec qui on peut échanger. C'est ça. Ce n'est pas du tribalisme, c'est plutôt le fait d'assumer en fait ses origines. La multiplicité de nos origines constitue donc finalement la richesse que le Cameroun a. Alors vous avez fait vos études jusqu'au baccalauréat. Oui. Bon, c'est vrai que ce n'est peut-être pas la même époque. Aujourd'hui, avec le mariage, j'ai fini mon bac en cours du soir. En cours du soir. Institut Samba. Ah, vous êtes marié très tôt? Peut-être à 19 ans et mon époux est parti quand j'avais 41 ans. Il est mort ici. Oh là là. Alors c'est vrai, 19 ans, c'est pas très jeune, hein, tout à fait. C'est pas trop jeune. C'est l'âge normal. C'est l'âge normal pour aller à temps. mariage. Oui. Alors aujourd'hui, quel est le regard qu'on jette sur la nouvelle génération, de plus en plus émancipée, 13, 14 ans, elles sont déjà, je vais dire, actives. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Est-ce que ce sont les parents qui n'ont pas suivi les enfants à la langue? Je ne peux pas accuser les parents, c'est tout le monde, la société en général. Oui. Aujourd'hui, on a des filles qui sont de plus en plus émancipées, très vite sortent et tout. Il n'y a pas que des côtés négatifs. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas que des côtés négatifs? Bon, il n'y a pas que des côtés négatifs. Le positif, c'est que, bon, on nous apporte des petits-enfants. Les grands-mères aiment bien les petits-enfants. Toutes les grands-mères aiment les petits-enfants. Et généralement, lorsqu'on attend trop, la mère vient demander, est-ce que tu ne veux pas que moi également, je puisse voir mes petits-enfants? Voilà. Donc les enfants, c'est la richesse. Alors, parlez-nous un peu de votre activité de création. Vous n'êtes pas à votre tout premier livre. Le premier, c'était Fable de Sécora. De quoi est-ce qu'il était question globalement dans les fables de Sécora? Ça a toujours été des histoires, des mélanges de contes et d'histoires de vie. Oui. Beaucoup d'histoires. Beaucoup. Ça a été écrit en quelle année? Après ma retraite, là, j'ai eu les idées d'écrire en 2013. Les idées venaient affluer dans ma tête. Je me suis renseigné, je me suis plaint chez des gens. C'est eux qui m'ont dit que c'est une bonne chose. Donc désormais que j'ai toujours un calepin et un bic à mes côtés pour noter tout ce qui vient. Ce qui venait en tête. C'est ce que j'ai commencé à faire. Pour la première histoire, les idées sont arrivées. Je me suis assis sur mon lit. J'ai mis la lumière et j'ai écrit. À peine j'ai écrit 2 ou 3 phrases. On a coupé l'énergie. Je me suis couché, déposé le calepin. Après, l'énergie est revenue, j'ai écrit. Après, on a encore coupé. Après, l'idée m'a dit que je prenne ma lampe torche, le téléphone. J'ai allumé le téléphone et j'ai écrit pendant quelques temps. J'ai déposé. Cette nuit-là, je n'ai pas pratiquement dormi. Chaque fois que les idées venaient, je me levais. J'écrivais jusqu'au matin. Il y avait comme un besoin absolu de transmettre et de transcrire ce qui venait en tête. Voilà, c'est ce que j'ai fait depuis 2013. 2013. Alors, qu'est-ce qui vous inspire particulièrement? C'est l'environnement, c'est les personnes que vous côtoyez au quotidien? C'est quoi? C'est le sommeil, c'est la musique, c'est peut-être la plage? Je me dis que ça doit être mon chemin spirituel. Alors, votre chemin spirituel, vers où est-ce qu'il vous mène? Je veux dire que lorsqu'on a dit que vous avez commencé à suivre un enseignement spirituel, de quoi est-ce qu'il est question? C'est une association Étoile du Monde. Je ne fais pas de publicité.
où on nous apprend de mettre l'amour dans tous les domaines de la vie. Oui. Et tout doit baigner dans l'amour. Pour que ça marche. Voilà, pour que ça marche. Même pour notre pays, le Cameroun, pour que ça marche, il faut que les gens s'aiment. Il faut donner amour. Alors, il y a eu les fables de Sekora, mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous avez continué d'écrire. Vous avez continué d'écrire. En 2025, on est à Histoire de vie. Le livre a été présenté, certes, il y a quelques semaines, mais on imagine que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au niveau de la rédaction du livre, l'idée d'écrire des contes et d'en faire un recueil, ça commence comment, quand, où? C'est quand j'avais déjà quatre histoires que j'ai rencontré mon fils Jean-Claude Awon, l'éditeur. Je lui ai parlé, je lui ai dit que mon fils, il y a un phénomène là, j'écris des choses. Il a dit, ouais, Tanti, c'est bien, dès que tu as une vingtaine là, tu viens, on fait le livre. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que c'est passé. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez un livre, vous êtes tout à fait... vous êtes contente. Alors, le temps de maturation du livre, puisque au départ, vous avez juste quelques histoires, ça vous prend à peu près combien de mois pour pouvoir arriver à 20 ou d'années? C'est pas moi qui planifie l'arrivée des idées. Je peux faire... Depuis quelque temps, là, je n'ai presque rien écrit. Peut-être parce que je m'occupais de la dédicace et tout ça. La présentation du livre. Oui. Il faut respecter la nature, il faut respecter les animaux. Ça semble être l'un des premiers messages qui est passé dans l'ouvrage. Pourquoi les animaux intéressent tant Thérèse Nzio Bambikwe? C'est que dans mon association, on nous a distribué des tâches, des responsabilités. Par exemple, moi, on m'a confié la création du 5e jour. Donc, au 5e jour, Dieu a créé les animaux, c'est-à-dire le coq et la poule sur la terre, qui vivent sur la terre, les oiseaux du ciel, et ainsi que les poissons de la mer. C'est pour ça que vous pouvez voir que dans mes recherches, je cherche beaucoup plus ce qui a trait aux poissons, aux animaux globalement. Aux animaux globalement. Et on voit bien que vous avez identifié des espèces d'animaux. C'est pas qu'une histoire que vous racontez, mais vous donnez les catégories, les grandes familles des animaux. Vous parlez des oiseaux, mais avec des noms scientifiques. On imagine bien que ça a dû vous prendre un peu de temps pour pouvoir déposer un nom sur les différentes espèces. Beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures. Pour écrire, il faut nécessairement lire. Alors, vous parlez des éléments de la nature. L'eau, l'air, le feu et la terre. Quelle est la relation qui peut exister finalement entre les quatre éléments? Les quatre se complètent. À l'école primaire, on nous a parlé du cycle de l'eau. L'eau de mer s'évapore et monte au ciel, ça devient des nuages. Lorsque les nuages pèsent, elles tombent sous forme de pluie. Et les pluies deviennent des sources d'eau, des fleuves et qui se jettent dans la mer et le même circuit reprend. Ainsi de suite. Voilà. L'eau... Ils sont tous les deux, ils vont ensemble, ils ne peuvent pas faire de guerre. L'eau et le feu. Voilà. Vous permettez dans une sorte de discours, je vais dire de dialogue entre les deux. Vous mettez quand même le lecteur, vous permettez au lecteur de comprendre les réalités des deux. Le feu et l'eau, contrairement à ce qu'on pouvait nous dire, ne sont pas ennemis. Ils ne sont pas ennemis. Ils se complètent. L'un calme l'autre. En tout cas, on va revenir dans un instant très court, mais d'abord un moment de publicité. Royal FM. Unleash your full potential with Yamo Holidays. Take advantage of the best master classes with top experts to train and learn. Visit yamo.mtn.cm.
Merci d'écouter la radio, c'est le point littéraire première partie. Nous recevons Thérèse Nzié Obambikwe. Son livre Histoire de vie, c'est un recueil de contes publié aux éditions Ifrikria. Récemment, la dédicace s'est déroulée effectivement à Yaoundé, au Cameroun. Tout à l'heure, on parlait avec elle de la relation qu'elle a, si on peut dire, le regard qu'elle porte sur les animaux. Et il y a quand même dans un conte, il y a un conte qui nous a parlé, la mésaventure des doulourats des villes. Alors, d'abord, à l'intérieur, vous donnez vie, mais même vous donnez la parole aux rats qui nous disent qu'ils ne sont pas ici simplement de leur propre vouloir. C'est le désordre urbain, c'est la saleté qui les amène à venir. Et que, un peu comme les êtres humains, ils recherchent également la vie. Il faut donc balayer devant sa cour en permanence. Entretenir le chez-soi pour éviter d'avoir à la maison des rats. C'est ce qu'il faut. C'est la moralité de l'histoire. C'est la moralité de l'histoire. Oui. Chacun doit entretenir le chez-soi, éviter les mares d'eau qui vont créer des moustiques. Il faut nettoyer régulièrement. Éloigner les herbes. Parce que c'est à cause des herbes que les serpents et les rats s'approchent de nos maisons. Oui. Il y a la vie de couple. La vie de couple. Quel est le regard finalement que vous avez des, on va dire, des nouveaux couples aujourd'hui? Je le dis parce qu'à l'intérieur de votre texte, de ce recueil de contes, il y a un conte qui a pour titre le 8 mars. Le 8 mars permet quand même d'exposer des réalités des vies de couple. Ouais. Comment est-ce qu'un couple fait pour vivre le plus longtemps possible? Là, vous parlez un peu par expérience parce que vous avez vu, vous avez conseillé, vous avez vécu vous-même. Quels sont les secrets qu'on devrait mettre à profit pour que cette vie de couple puisse perdurer avec les années? Pour que la vie de couple puisse perdurer, il faut vraiment la confiance. Elle est primordiale. Faire confiance aux partenaires. En tout temps, en tout lieu. Tu ne peux pas parler d'amour. Oui. Mais la confiance est primordiale pour moi. À côté de la confiance, on a parlé de plus en plus de dialogue. Faut-il tout dire à la femme? Tout n'est pas bon à dire. De temps en temps, il faut avoir des secrets. Je ne sais pas si on peut appeler ça secret. Il y a des choses que moi, je n'aimerais pas savoir. Par exemple, si on vient me dire à mon âge que mon père n'était pas mon père. Ce sont des vérités qui choquent. Oui. En quelque sorte, les secrets de famille qu'il vaut mieux garder. Avec ce secret-là, qu'on ne le dise pas, sachant que mon père que j'ai aimé était vraiment mon père de chair. Est-ce que les gens sont de plus en plus irresponsables? Parce qu'on voit, à côté de la famille ordinaire, se créer ce nouveau modèle familial, les familles recomposées, ou bien la famille monoparentale. Dans ces conditions, est-ce qu'on dit que l'un des partenaires a été irresponsable ou alors que les deux n'ont pas su trouver le juste milieu? J'ai même un projet, j'ai déjà eu l'idée d'écrire une histoire par rapport aux familles composées. Mais je n'ai pas encore les... J'ai eu l'idée, mais je n'ai pas encore les... Matérialisé et tout. Voilà. Ce sera la prochaine... Parce qu'il y a... Parfois, il y a des enfants d'un premier mariage qui sont obligés de se retrouver dans une deuxième famille avec une nouvelle femme. C'est un grand désordre. C'est pas facile de s'en sortir. Il faut seulement que les deux concernés s'entendent bien. Parfois, si on est... Il ne faut pas sacrifier les enfants de toutes les façons. Beaucoup plus. Il faut s'assurer qu'ils soient à l'aise. De toutes parts. Et il faut être juste. Mais il y a beaucoup de soupçons généralement quand on est dans une nouvelle famille. Si son enfant d'un premier mariage est, on va dire, réprimandé par sa nouvelle femme, il y a toujours des soupçons de... peut-être de jalousie ou de mésentente, de se dire peut-être elle agit de la sorte parce que c'est pas son enfant. Ça a toujours été ça. Mais il faut le dépasser. Si on veut réussir à l'éducation des enfants, il faut dépasser cet aspect-là. Il faut aller au-delà de ça. Vous avez parlé aussi des secrets de famille.
tous les secrets ne sont pas bien à dévoiler. Il faut les garder absolument. Disons, de nos jours, même les secrets ne se gardent plus. Hein. Parce que l'histoire secrète de famille, c'est une histoire vraie de ma famille. Ah bon? Disons, de ma belle famille. Oui. Le gars brillant, c'était mon époux. Et il est né avec des frères qui étaient... Oui. C'est ça. C'est lui qui s'est battu pour relever son frère aîné. Oui. Et puis, c'est... Les auditeurs, potentiels lecteurs vont découvrir les réalités. Parfois, les sacrifices qu'un frère peut faire pour un autre. Est-ce que la fraternité, c'est encore aujourd'hui ce que c'était hier? C'est-à-dire que voir son frère se sacrifier pour soi, être capable de poser des actes, garder le secret sans toutefois aller dire que si c'est ça, c'est parce que c'est moi et c'est grâce à moi que telle chose est arrivée. Tu es ce que tu es parce que je suis, et ainsi de suite. Est-ce que c'est encore facile d'avoir des frères qui soient capables de se sacrifier gratuitement? Moi, je n'ai pas voulu finir l'histoire dans ce sens-là. Finalement, c'est comme ça que c'est fini. Généralement. C'est moi qui t'ai fabriqué. Oui. Ça crée beaucoup de... Oui, ça crée beaucoup de désordre. Et il y a un autre concept que vous avez tenté de présenter dans le cadre d'un conte. La communogamie pour rendre les couples heureux. Est-ce que il y a une nécessité aujourd'hui de parler de type de concept? Parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs couples, mais des couples qui sont dans les couples. C'est-à-dire que parfois on est marié, dans son mariage il y a les fiançailles de quelqu'un d'autre, 10 ans. Dans la même relation, il y a une maîtresse qui a 16 ans, dans peut-être les 20 ans de mariage. Alors aujourd'hui, est-ce que il faut l'envisager sérieusement? C'est mieux de dévoiler ou bien? C'est mieux de dévoiler. C'est un concept que notre... je peux l'appeler directeur de notre... comment j'ai appelé? D'Étoile du Monde. C'est lui qui a créé le concept et c'est lui qui pourra mieux l'expliquer le moment venu. Donc tout ce que j'ai mis là, c'est juste des avant-gardes. Mais la question de fidélité, est-il possible de rester fidèle à un seul partenaire? C'est possible. Pour moi, c'est possible. On a souvent dit que les hommes étaient des éternels insatisfaits. En effet, et ils sont plus jaloux. Plus jaloux que la femme. Parce que quand l'homme est en faute, il suffit qu'il flatte son épouse, lui fasse des petits trucs là, elle oublie facilement. Oui. Alors que quand c'est la femme qui est en faute, c'est chaque fois qu'on va te le rappeler. Oui. J'ai des soeurs qui ont eu des enfants avant de se marier. Quand le mari est sous, il fait semblant de dire que bon, bordel, c'est normal. Tu l'as aimé, sachant qu'elle avait déjà les enfants. Et il a attendu la deuxième bière pour dire exactement ce qu'il avait dans le cœur. Est-ce qu'entre les deux, y a-t-il une infidélité facilement pardonnable? C'est-à-dire que je ne sais pas si on peut faire une comparaison. Est-ce que l'infidélité de la femme est pardonnable? Selon moi, la femme ne doit même pas être infidèle. Voilà, c'est une matriarche qui parle. Il est dit tout à l'heure, elle a 70 ans. 65 ans. 65 ans. Cette année. Voilà, donc elle sait exactement de quoi est-ce qu'il est question. Donc, l'infidélité de la femme, il ne faut pas l'envisager. Il ne faut pas. Peut-être aussi même pour l'homme, il faut se contrôler. Bien sûr. Du mieux qu'on peut. On a choisi. Pourquoi lorsque je dis, c'est un peu comme si, la façon que, c'est un peu comme si c'était pas possible. C'est possible. C'est possible. Il faut peut-être essayer. Peut-être que ça marchera. Il faut voir l'amour au-delà du plaisir. Tout ça. C'est là le véritable amour. Ouais. Ce qu'on conçoit avec la personne. Voilà. Ce qu'on peut fabriquer en termes de famille. À qui s'adresse le livre Histoire de vie? Histoire de vie s'adresse à monsieur tout le monde. Il y a des histoires qui concernent des enfants, qui concernent des jeunes, qui concernent des adultes.
Il y a l'histoire, par exemple, sur le cœur de la mer. C'est un jeune qui a envié ses amis et on l'a orienté vers un marabout qui lui a demandé de tuer sa maman. Mais il l'a fait, mais il a regretté. Oui. La mauvaise compagnie, l'envie, la convoitise, les éléments à éviter. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde son ami avec le dernier iPhone, parce que c'est maintenant comme ça, tout le monde veut. Oui. Il faut aller doucement, doucement. Vraiment. Il faut être patient. Alors, à côté de ces cibles-là, est-ce que nécessairement on a déjà envisagé avec l'éditeur proposer par exemple ce livre pour la lecture dans les établissements scolaires? Est-ce qu'il y a des rencontres littéraires? On va faire asseoir les plus jeunes pour écouter, comme cela se faisait avant, loin des écrans de télé. Je ne peux pas savoir, hein, c'est l'éditeur, mais c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Mais déjà à votre niveau, à la maison. Pour qu'on retienne un livre, il faut beaucoup marcher. Beaucoup marché. Mais à la maison, mes petits-enfants les lisent. Les voisins qui achètent le livre demandent à leurs parents de leur lire des histoires avant de dormir. Donc ça peut revenir comme avant. Lire les histoires avant de dormir aux enfants. Ouais. Oh, ça, c'était une période qui est devenue compliquée. Enfin, parce que maintenant, on rentre du travail, on a passé toute la journée, ce n'est pas évident. Et parfois même les parents rentrent lorsque les enfants sont déjà endormis, ça fait plusieurs heures. Et ils ne se revoient même pas le matin, c'est pas facile. La question de spiritualité, vous en avez parlé. Faut-il rechercher son chemin entre tout ce qui nous a été enseigné? Le chemin, c'est Dieu. Il n'y a pas un autre chemin. Oui. Peu importe la religion, peu importe. Peu importe. Le chemin, c'est Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie, comme il a dit. Vous voyez un peu que si on met Dieu dans la politique, par exemple, c'est lui-même qui va choisir ses élus. Au lieu de faire que ce sont les hommes qui choisissent. Ces hommes-là, est-ce qu'ils sont indiqués? Même le fou du village va aller voter et choisir Kamto. Ou quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre. Voilà, ou quelqu'un d'autre. Parce que, en pareille période de... Non, oui. il ne faut pas donner les noms. Voilà, en pareille période, il ne faut pas dire qu'on est venu... Voilà, donc, ou quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre. Le rire, c'est une thérapie. Ouais. Il faut donner la possibilité aux uns et aux autres de rire. Les gens ont perdu la joie, c'est ça qui fait que beaucoup de choses ne marchent pas dans leur vie. Le rire est très important. Oui. Il faut toujours aller là où on rit. J'étais même obligé de dire, dans nos enseignements, on nous a dit que Dieu rit. Comme on a dit que Dieu est partout, donc dans les salles de cinéma, de spectacles, il rit. Il rit même aux éclats jusqu'à gêner les voisins. Oui. Donc le rire est très important pour la santé. Ça, c'est très important de le savoir. Il y a comme ça plusieurs contes, des titres qui parlent, les frontières. La frontière, une idée d'homme. À l'intérieur, c'est quand même des belles images. On a l'habitude de dire c'est ma maison, c'est ma concession. Oui. On a l'habitude de dire que c'est mon territoire, c'est le chez moi. Alors qu'en réalité, même les animaux nous montrent... Rien ne nous appartient. Oui. Même les animaux nous montrent le chemin, car l'oiseau peut être le matin à Yaoundé, le soir à Douala, le lendemain... En Guinée équatoriale. Oui. Même le ruisseau qui coule, oui. Il ne va pas arriver à la frontière et on lui dit que rentre au Cameroun, tu es un ruisseau du Cameroun. Donc, seuls les hommes ont des frontières. Voilà. Et on parle à l'intérieur de couples vacillants, beaucoup de réalités. Chacun, qu'est-ce qui est attendu du public lecteur? Quand quelqu'un va lire, il doit sortir avec quoi comme enseignement? Moi, je peux dire que chaque histoire dans la liste des 22 a une leçon de vie. Il y a même des histoires qui ont plusieurs leçons de vie. Oui. Par exemple, l'histoire de la vie de mon grand-père maternel. Il y a d'abord, il a fait un mariage, les enfants sont morts, l'épouse est morte, mais il ne s'est pas découragé. Oui. Donc on doit éviter le découragement dans la vie.
Il s'est encore lancé à un nouveau mariage. La femme a été stérile, il ne s'est pas découragé. Mais c'est son épouse qui l'a sauvé en lui offrant 2 moussemets, si on appelle comme ça. 2 jeunes filles. Un papa de 60 ans à qui on donne 2 jeunes, 2 jeunes filles. C'est avec ces 2 filles qu'il a fondé la famille actuelle de ma maman. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore envisageable? Je ne pense pas. C'est-à-dire que votre propre épouse vous ramène à la maison 2 jeunes demoiselles. Parce qu'il faut... Il ne faut pas qu'elle perde le mariage. Voilà. Ce qui ne peut plus se faire. Ce sont des réalités qu'on a connues il y a plusieurs années aujourd'hui. Et on le voyait même dans nos villages. Dans nos villages, on se rendait compte qu'il y avait un couple il y avait un problème d'infertilité. L'un des 2 partenaires pouvait faire un enfant, mais ça restait dans le secret, le plus secret de la famille. C'est ce qui se passait. Voilà. Mais de nos jours, je peux dire que ce sont les intérêts qui sont à la cause. Oui. Si vous acceptez que votre neveu fasse un enfant à votre femme parce que vous n'arrivez pas à en faire, il va se tenir après peut-être 2 bouteilles de bière au milieu de la cour pour dire que est-ce que tu es un homme et ainsi de suite. Est-ce que tu peux faire des enfants? Les 2 que tu as, ce sont les miens. C'est ça. C'est difficile. C'est difficile vraiment. Alors c'est une belle histoire, je vais dire plusieurs histoires à l'intérieur, c'est vraiment le conte traditionnel tel qu'on le connaissait. Après la belle histoire, il y a toujours une morale à tirer. Et ce qui se faisait un peu plus quand on était un peu plus jeune, c'était qu'après une histoire comme celle-là, on demandait aux uns et aux autres quelle est la morale que tu retiens? Quel est l'enseignement que tu as retenu de l'histoire que tu viens d'écouter? Je pense que si on recommence à faire ce type de pratique, on va avancer plus rapidement vers la compréhension d'un certain nombre de valeurs traditionnelles. On disait qu'il ne faut pas être égoïste. J'ai voulu le faire, mais j'ai une voisine qui est enseignante. Je lui ai présenté le livre. Elle m'a dit que si tu te mets à donner toutes les conclusions et au cas où on choisit votre livre comme manuel scolaire, les élèves n'auront plus rien à dire. C'est pour ça que à certains endroits, j'ai laissé que c'est le lecteur qui lui-même doit trouver fouiller parfois dans l'imagination pour faire parler l'imagination aussi que ce soit des plus jeunes comme ça n'a pas vraiment de restriction d'âge. Personne n'a... Vous avez 10 ans, 20 ans, ça passe toujours. Ça passe toujours. C'est bien pour la lecture, c'est écrit en français aisé, on va dire. C'est mon niveau. Baccalauréat niveau. Je crois qu'en réalité, après le baccalauréat, maintenant, c'est davantage l'approfondissement des connaissances. Est-ce que ce n'est pas la fonction que vous avez eu à exercer, secrétaire de direction, qui vous a finalement amené à aimer écrire? Et il y a aussi ça. En dehors de la spiritualité, il y a ça parce que j'ai eu des patrons qui étaient trop exigeants. J'ai eu un patron où, quand le journal arrivait, il ne prenait pas part. Et c'est moi qui lisais le journal, lui faisais le compte rendu. Oui. Tous les matins. Donc il ne voulait pas lire. Il voulait le compte rendu. Je ne sais pas si c'était la punition, mais il m'a beaucoup aidé. Père à leurs âmes, ils sont tous partis. Il y a eu le professeur Abondo de Monsieur Calais en français, professeur Tchalambala Pierre. Il y a même encore qui est vivant, professeur Samuel Yonojan, lui. Oui. D'accord. Vous avez été aussi à l'extérieur du Cameroun. En ce moment, beaucoup de Camerounais... C'était juste pour un séjour, c'est mon mari qui était en formation. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais veulent partir. Faut-il aller ou absolument rester? Si vous aviez un enfant qui a terminé ses études et vous demandez qui voulait aller là-bas, quel est le conseil ou bien quelle est votre réaction? Je lui dirais que la vie c'est ici. Et qu'il ne faut pas aller. Il suffit que des choses changent. La vie est ici au pays. Il n'a pas besoin d'aller au Canada. Il n'a pas besoin. Je ne suis pas sûr qu'il sera... juste pour se promener. Oui, je ne suis pas sûr qu'il sera de votre avis. Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à partir, à aller découvrir, aller en aventure. Et d'aucuns rentrent déçus. Et beaucoup ne parlent même pas de cette déception. Là, on supporte seulement parce qu'on ne peut plus rien faire. On ne peut plus faire le chemin retour. Alors, le livre est disponible partout, certainement à la librairie des peuples noirs, on peut l'avoir. Voilà.
Et ceux qui veulent l'avoir, nécessairement, vont venir vers nous. Nous allons les rediriger vers vous. C'est vrai que pour nous, hein, le livre, la connaissance n'a pas de prix. C'est juste symbolique, peut-être juste pour encourager à la prochaine production. Est-ce vous avez dit, vous n'avez pas encore écrit d'autres textes en ce moment, vous attendez encore? Non, le 4e livre est en cours. Hein. Je suis déjà à 7 ou 8 histoires. On reste toujours dans le conte. Oui. En dehors de ça, j'ai un projet de... Comment on appelle ça? De spectacle. Une pièce de théâtre? Oui. D'accord. Un projet, c'est déjà écrit. Il reste seulement que les gens prennent des rôles et le jouent. Donc d'ici février, ce serait peut-être possible. Est-ce qu'on a déjà un metteur en scène pour refaire tout cela? Je l'ai confié à un professeur de l'université qui va s'en charger. Certainement, très vite, on aura un spectacle que vous avez créé. Ça va se passer à l'Institut français. À l'Institut français. S'il y avait un dernier mot à dire, notamment sur Histoire de vie, ce recueil de contes, pourquoi est-ce qu'il faut le lire absolument? Il faut le lire parce qu'il est riche. Il est riche. Il est très riche. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous dire merci parce que je sais que vous avez été très chargé pendant le week-end qui vient de s'achever. Et peut-être même de cette semaine qui démarre. Parce que lorsqu'on a mis sur la place publique un livre comme celui-ci, nécessairement on est sollicité par la presse. Je suis sollicité jeudi. Oui, non mais ça va aller. C'est une période, toujours est-il qu'il faut faire profiter, il faut en profiter pour présenter cet ouvrage au grand public. Allez, il y a un dernier mot, la matriarche. Le livre est sorti. J'invite tous mes enfants, tous mes auditeurs à se le procurer. C'est un livre de chevet pour toutes les familles. D'accord. C'est ce que je peux dire. Allez, bonne suite. Thérèse Nziobam Bikwe, et surtout, merci d'être passé. Merci Jean-Jacques, c'est moi qui vous remercie. Bon, oui, ça va, dans la tête.